Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer cette deuxième séance du cycle sur le vivant que l'École supérieure d'architecture des Jardins, les Sages, organise avec la complicité de l'Académie du climat qui nous reçoit. Et ce cycle-là a 6 séances. Cette année, c'est des grands thématiques de la géographie, mais ce n'est plus de la géographie, c'est véritablement l'écologie. Bon. Donc on avait été examiner les icebergs et les glaciers la dernière séance. Aujourd'hui, c'est les océans et les mers. Et là, après Noël, l'année prochaine, ce seront les forêts. Voilà. Mais c'est aussi lié au cycle de l'eau, mais on en saura plus à ce moment-là. Nicolas Imbert a la gentillesse d'être venu. Il est le directeur de Green Cross, qui est une ONG, dont il va nous dire quelques petits mots tout de suite. Et puis ensuite, j'ai plein de questions à lui poser. Alors, il y a un petit problème, c'est qu'il a une extinction de voix, parce qu'il donne de nombreuses conférences, et donc il va faire cet effort inouï d'essayer de nous parler le plus clairement possible. Donc je te passe la parole. Mais je suis ravi d'être avec vous ce soir, et effectivement avec une voix qui n'est pas ma voix normale. J'avais prévu de vous dire que la voix de l'océan aujourd'hui était enrayée et qu'on pouvait y mettre bon ordre, mais je ne pensais pas pouvoir faire l'exemple et m'exprimer avec cette voix-ci. Et en tout cas, merci aux techniciens de m'aider. Alors là, c'est un peu fort, il faut que je l'éloigne peut-être de moi. Oui, voilà. La première question que je voulais te poser, avant de connaître ton itinéraire et comment on en vient à s'intéresser aux océans et pas seulement, parce que tu as aussi écrit un livre beaucoup plus général sur comment réagir à tous les désastres qui sont un peu partout sur Terre. Et donc, cette ONG, Green Cross, a été fondée en partie par un homme qu'on connaît tous, de moins de nom, qui s'appelle Mikhail Gorbatchev, en 1993, avec un Suisse qu'on connaît moins. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les secrets de la fabrication de cette ONG? Ça a été effectivement une histoire très particulière. Une rencontre qui s'est passée au sommet de Rio en 1992, où 146 chefs d'État sont en train de statuer, de débattre sur le dérèglement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire et comment agir opérationnellement, par quoi commencer. Les discussions partent dans tous les sens par rapport à ceux qui se posent la question qui aurait pu savoir. Apparemment, les 146 chefs d'État de l'époque étaient bien informés et d'ailleurs, autour d'eux, il y avait de jeunes premiers qui venaient participer à la discussion, comme François Hollande, qui était dans l'entourage de François Mitterrand, Ségolène Royal, d'autres personnalités qui maintenant sont sur la scène politique française et internationale. Et 2 personnalités modèrent les discussions. Mikhail Gorbatchev, ouvrier agricole, monté dans la nomenclatura du Parti communiste soviétique, est devenu le dernier président de l'URSS, mais également celui qui a dû affronter une catastrophe nucléaire sur son territoire, se rendre compte que tout son entourage lui avait menti, retravailler différemment sur l'approche des risques et des réalités, et qui nous dira que l'une des satisfactions qu'il a eues en voyant l'URSS se démanteler, c'était d'avoir pu confier à son destin un peuple qui avait de quoi se nourrir, qui avait un environnement de qualité à l'époque et qui avait les moyens de son éducation et de travailler sur son avenir. La deuxième personnalité, c'est le commandant Jacques-Yves Cousteau, que les anglo-saxons appellent Captain Jacques Cousteau, qui était déjà connu pour les expéditions, qui était déjà aussi notoirement connu pour le monde du silence et son œuvre cinématographique, et qui, depuis une petite dizaine d'années, travaillait sur la sensibilisation des dirigeants de la planète. Les deux se rencontrent. La rencontre est très productive. De nombreux chefs d'État de l'époque sont séduits et veulent créer des casques verts de l'environnement. L'idée ne va pas jusqu'au bout et Gorbatchev obtient la création
d'une croix verte de l'environnement, Green Cross, à l'image de ce que fait la Croix-Rouge dans le monde social, qui a pour vocation à la fois d'avoir une charte des valeurs avec la neutralité politique, la bienveillance par rapport aux porteurs de projets, une approche qui est à la fois environnementale et humaniste, et surtout de travailler sur des projets très concrets pour montrer qu'on peut faire quelque chose. La première priorité a été confiée à l'eau et à l'océan à travers le grand cycle de l'eau, la seule source non substituable nécessaire à la vie. La deuxième à l'alimentation. La troisième au fait de construire, d'être et d'habiter la ville et à travers ça la vie, à partir de l'énergie, à partir de la mobilité, à partir de nos modes d'habitat, de culture, etc. La dimension de l'économie circulaire a dès le début et dès 1992 été vécue comme une piste de solution. Et l'autre piste de solution qui avait été mise en avant, c'est la prévention des conflits. En se disant, la Croix verte de l'environnement, comme la Croix-Rouge, doivent contribuer à pacifier la vie au quotidien, à apaiser les tensions entre des gouvernements et des intérêts privés, entre des gouvernements et des populations, entre des intérêts privés et des populations. Alors, Mikhaïl Gorbatchev, j'ajouterais deux petites choses. D'abord, bon, c'est quand même l'homme de la glasnost et puis aussi de la perestroïka. Donc c'est quand même celui qui va lancer la réforme de l'Union soviétique. On lui doit comme ça un mot. Un jour, il est interrogé par des journalistes sur le mur de Berlin et il dit oui, bah, c'est un mur de trop. De toute façon, il y a trop de murs. Il faut voilà. Donc c'était quelqu'un qui avait cette vision quand même assez étonnante. Et du coup, évidemment, il est le président de ce pays absolument gigantesque et très puissant qui va commencer à être démantelé, comme vous le savez, avec la chute du mur de Berlin. Mais ensuite, il crée un parti politique, il participe aux élections, et là, la stupéfaction du monde occidental, il a très très peu de voix, un tout petit pourcentage. Il ne fait pas partie même des finalistes. Et donc, c'est comme ça que Poutine, lui, au contraire, il est élu avec des voix très importantes. Donc, Gorbatchev va mourir en 2022, donc c'est très récent, à 91 ans. Mais il a mis le paquet, j'allais dire, sur la démarche écologique. Je préciserai aussi une autre chose historiquement qui est très importante, c'est que la première rencontre des Nations Unies sur les questions environnementales, c'est à Stockholm, en 1972, et déjà à ce moment-là, on imagine Rio, mais ça va mettre 20 ans pour pouvoir exister. C'est considérable. Et une petite équipe à laquelle j'appartiens a repris les principaux voyants rouges de Rio en 92 dans tous les domaines de toutes les productions agricoles, de la pêche, de l'industrie, etc. Tous ces voyants étaient rouges en 92. Aujourd'hui, ils sont ultra rouges. C'est-à-dire qu'en 2023, la situation est pire qu'en 1991. Donc on avait cette prise de conscience en 92, et tu as très bien fait de le rappeler, c'est un moment très important, ce sommet, ça s'appelle le sommet de la Terre, c'est une très belle expression, avec la création d'Agenda 21, c'est-à-dire comment on fait et qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant. Et puis on observe que des décennies plus tard, la situation est encore plus grave. Alors, autre point sur Jean-Yves Cousteau, parce que, bon, son frère était alors ça y est pour rien, vous allez me dire, en effet, mais son frère était le rédacteur en chef de Je suis partout, une revue antisémite d'extrême droite pro-nazie pendant la guerre. Bon, ça, on ne choisit pas son frère ni sa famille, comme on dit. Bon. Mais néanmoins, il a quand même tourné 2 films pendant la guerre avec l'aide du cinéma allemand qui occupait la France à ce moment-là. Et il a réussi à ne pas être inquiété au lendemain de la guerre parce qu'il a pris aussi d'autres positions tout à fait valeureuses. Et puis, il a pris sa retraite d'officier de marine et il a été aidé par un mécène, un milliardaire qui s'appelle Guinness. Les amateurs de bière, évidemment, le connaissent bien, qui va lui acheter le Calypso avec, c'est un petit
navire d'exploration, enfin un sous-marin d'exploration, et il va, c'est un aspect méconnu de Jean-Yves Cousteau et de son équipe, parce que c'est un truc collectif, ils vont déposer plusieurs brevets d'équipements d'exploration sous-marine. Donc il y a aussi là une amélioration technologique, si vous voulez, de comment aller au plus profond des océans et puis les filmer. Et en 1950, il publie un livre en 1953 qui s'appelle Le monde du silence, qui devient un film réalisé par un tout jeune réalisateur qui est aussi un fils de bonne famille, c'est toutes les grandes sucreries du nord de la France, c'est Louis Malle. Donc Louis Malle, c'est son premier film, et il obtient la Palme d'Or à Cannes. Vous voyez, c'est quand même absolument ahurissant quand même, comme histoire. Donc c'est un film qui devient tout de suite un film grand public, qui est projeté partout dans le monde et qui a dû, alors là, une question que je te pose, qui a dû participer à la première sensibilisation sur la question des océans, non? C'est quelque chose de très paradoxal quand on le regarde avec les yeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des ouvrages accessibles aujourd'hui, comme Mon père le commandant, qui a été écrit par Jean-Michel Cousteau, plongeur, réalisateur, et mon président qui a 84 ans et qui vit aux États-Unis. Excusez-moi. Il y a le film aussi L'Odyssée avec Lambert Wilson, qui vont nous partager des discours qui sont audibles aujourd'hui. Et à contrario, quand on regarde Le monde du silence, à l'époque où ça a été créé, Paris Match a fait sa couverture, ça a permis de faire rentrer l'océan dans tous les salons de coiffure, c'est-à-dire que du fin fond de la Creuse jusqu'à Belfort ou Besançon, ceux qui ne connaissaient pas l'océan, qui ne vivaient pas tous les jours en interaction avec l'océan, voient ce qui se passe et voient les merveilles de l'océan. Ensuite, le tournage était daté. Ce qui s'est passé pendant le tournage est inacceptable aujourd'hui. Les messages qui ont été divulgués par ce film étaient des messages qui étaient très utiles pour l'époque, mais qui maintenant nous sembleraient ridicules ou hors propos. Et finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que ça montre à quel point la société a progressé. Et ça montre aussi quelque chose, c'est qu'on ne peut jamais attendre d'un messager une exemplarité parfaite. Le commandant Jacques-Yves Cousteau a été un homme de son temps. Au moment effectivement du film et de la Palme d'Or, ça a changé le regard sur l'océan. Et quand on le regarde maintenant, on a tellement progressé, on a tellement mieux compris les choses, même si c'est très imparfait et qu'on continue à énormément polluer, que ça nous semble de la préhistoire et que ça nous semble un discours inacceptable. Cette chose, on y voit une pêche à la dynamite, on y voit la destruction de corail, etc. Donc, effectivement, c'est pas le monde du silence avec une visée protectionniste, hein, ou même amicale. Voilà, on regarde les réalités de l'océan avec une démarche économique qui est celle du productivisme de l'époque. Bon, on ne va pas s'attarder trop sur cet aspect, parce que quand même il faut qu'on rentre dans le descriptif. Donc il y a 5 océans. Est-ce que tu peux nous les présenter? C'est comment caractériser ce qui se passe et notre relation à l'océan. On ne s'en rend pas compte, mais même quand on est en train de parler ici, chaque seconde respiration que l'on prend provient de l'océan. C'est-à-dire qu'une partie de la régénération de l'oxygène se fait sur le système Terre avec les sols et avec les forêts. Une autre partie se fait sur le système océanique avec une activité planctonique, une photosynthèse, des mécanismes qui sont très complexes et qui sont très interconnectés. Et il se trouve que je suis ingénieur de formation, donc je vais prendre un exemple d'ingénieur. Quand on modélise un cœur humain, on a 100 fois plus de complexité pour modéliser un cœur humain que pour modéliser un avion de ligne
qu'il soit Boeing ou Airbus. Quand on est en train de vouloir modéliser les différentes fonctions de l'océan, on a encore un facteur 100 de complexité. Et c'est ça qui est absolument passionnant. C'est que ce qui est en même temps notre régulateur du climat est un formidable creuset de biodiversité. Tout à l'heure, on va avancer sur les menaces et sur pourquoi c'est important de dire d'une manière très claire ce qu'on peut faire et ce qu'on n'a pas le droit pour des raisons éthiques ou humaines de faire, mais ça s'explique à travers cette biodiversité. Quand on regarde aussi la manière dont l'océan régule les phénomènes météorologiques, on se rend compte de plus en plus qu'on va avoir des tempêtes dévastatrices, des traits de côte qui reculent, qui bougent, qui évoluent. Et on n'est ni au Bangladesh, ni en Colombie, ni au Brésil, avec les impacts humains que ça constitue. Et on se rend compte que toute cette interconnexion entre la terre et la mer, elle va avant tout se passer sur la bande littorale. Bien sûr, il y a des marins, des navigateurs, des plongeurs, etc. Mais l'essentiel de la connexion se fait sur la bande littorale qui, quand on regarde la planète depuis la Lune, est un ensemble de tout petits points et de lignes très discontinues, mais absolument essentielles à notre vitalité. Imaginez, vous l'avez tous en tête, hein, la planète Terre. Eh bien, 2/3 de la planète Terre n'est pas de la Terre, mais ce sont des océans et des mers. Donc c'est considérable, hein, bien sûr. Hein. Et alors, bon, il y a 5 océans, on en a évoqué un à la dernière séance, enfin 2, l'océan Arctique, l'océan Antarctique, mais les 3 grands océans, en fait, il y en a 2 qui sont très grands, c'est le Pacifique qui est le plus grand, il représente 43% de l'ensemble des océans de la planète. Ensuite, il y a l'Atlantique et puis il y a l'océan Indien. Alors, après, il y a des milliers de mers, donc ça, on ne va pas les énumérer, c'est pas possible. Je précise que l'histoire des mots, c'est toujours intéressant. L'Atlantique, c'est étymologiquement lié à l'Atlas, c'est-à-dire que vous avez tous en tête peut-être le mythe d'Héraclès ou d'Hercule, puisque c'est son autre nom plus connu latin, avec les 2 piliers qui sont face à face entre l'Espagne et le Maroc. Donc entre Tanger et puis Gibraltar. Et Hercule, alors il y a 2 versions possibles, soit il a écarté pour maintenir un passage, soit il a usé de sa force pour essayer de fermer, mais il n'y a pas réussi. En fait, la véritable histoire est certainement le fait qu'on a ouvert les 2. Et donc, ça a donné le mot Atlantique. Le mot Pacifique est attribué par Magellan lui-même lors de son tour du monde, parce qu'il était très étonné par le calme apparent de cet océan, qui est pourtant assez tonitruant par ailleurs. Mais donc, du coup, il l'a appelé Pacifique. Voilà. Puis Indien, parce que c'est à côté de l'Inde, tout simplement. Mais il y a des choses absolument passionnantes sur l'océan et aussi des éléments qui nous interpellent dans la manière dont les indicateurs évoluent. Je n'en citerai que quelques-uns. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'Arctique et du vaste monde de glace de l'Arctique, on arrivait à faire le tour de l'Arctique, que ce soit par le passage du nord-ouest ou par le passage du nord-est, 2 à 3 mois par an. Maintenant, il y a 15 jours à 3 semaines par an où on ne peut pas y aller avec des moyens appropriés comme un brise-glace. Ça doit nous interpeller. Cette année, la surface de glace à la hauteur de l'Arctique était plus faible que jamais en la fin de l'été. Mais elle était 2 fois plus faible que l'année précédente, ce qui nous montre à quel point la fonte des glaces est en train de s'accélérer, avec une libération de bactéries qu'on ne connaît pas, dont vraisemblablement quelques-unes seront relativement désagréables, et aussi avec un changement complet de la courantologie. Autre chose intéressante, c'est que les grands migrateurs, par exemple, qui traversent la Méditerranée, y compris quand ils ont leur parcours fluviaux, vont remonter selon les grands fleuves
le plus souvent, et toujours sur des trajectoires à peu près nord-sud. Et quand ils sont dans l'océan, ils remontent sur les courants marins. Quand on regarde les navigations entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, pendant très longtemps, on a pensé que la courantologie était soit au nord, soit au sud, et que les courants ne se croisaient pas et ne passaient pas par l'équateur. Depuis, il y a eu la catastrophe de Fukushima, et on a découvert dans l'estomac des tonidés et dans tout le long de la chaîne alimentaire des pollutions au césium-136, qui fait que maintenant, on sait que ce qu'on fait au Japon va avoir des effets en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, où je suis assez souvent, mais aussi aux îles Marshall ou au Tonga. Et on a pu observer avec les sargasses dans l'Atlantique exactement la même perméabilité entre le sud et le nord. La dernière chose qui peut être intéressante de savoir, c'est aussi le rapport entre les tremblements de terre et les tsunamis, puisque dans des territoires qui sont essentiellement marins, ce qui est le cas dans le Pacifique Sud, ce qui est aussi le cas des îles Andaman au sud de l'Inde ou un peu ailleurs dans l'océan Indien, un tremblement de terre peut avoir la force de faire bouger légèrement une île et de créer des phénomènes de marée et des phénomènes de submersion marine, avec des îles qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Et l'autre effet est également possible. Et c'est pour ça qu'on a coutume de dire, notamment au sujet des îles du Pacifique, qu'elles ne sont pour presque rien dans la dérégulation du climat et dans l'ensemble des bouleversements qu'on connaît aujourd'hui, mais que par contre ce sont des sentinelles du climat qui subissent encore plus que nous tous les jours et toutes les semaines les effets du dérèglement climatique. Et par exemple, juste avant de venir ici, fin octobre et début novembre, j'étais sur l'île d'Ouvéa, où plutôt que de construire une digue parce que ça ne sert plus à rien pour protéger les habitations des eaux, on a mis en place en fait des solutions locales et bio-inspirées, c'est-à-dire des troncs de cocotiers, c'est-à-dire des palmes qui ont été tressées d'une manière particulière pour diminuer l'énergie excédentaire des vagues. On n'a pas besoin de diminuer 100% de l'énergie des vagues pour se sentir bien, comme on le fait encore sur certaines digues qui sont héritées des modes de pensée du XXe siècle, mais juste de réduire de 5 à 15% cette énergie excédentaire. Et là, on fait en sorte que chaque vague soit constructive et stabilise le sable sur la côte et ne plus avoir de vagues destructives. Donc ça fait peut-être partie du type de solutions qui vous connecteront à l'océan tout autant qu'à la Terre et que vous aurez dans votre travail à imaginer et à concevoir. Et on n'a pas forcément le temps de parler de l'imaginaire de la mer, mais la mer entretient énormément de légendes et énormément de fantasmes. Certains nous apprennent beaucoup, d'autres sont aussi des héritages d'une société productiviste ou industrielle. Là, il y a une régate en cours qui se passe sur l'Atlantique. Pendant des années, un bon marin, et notamment en France, était plus fort que la mer. Certains étaient tellement plus forts que la mer qu'ils avaient oublié d'apprendre à nager, d'avoir un gilet de sauvetage et qu'ils sont morts en mer de cette manière. Éric Tabarly ne savait pas nager. Sa fille, Marie Tabarly, a appris à naviguer avec les éléments en souplesse, à nager et à utiliser les moyens de sécurité. Et on a vu avec la génération de Florence Artaud un passage d'une génération de marins qui prétendaient dominer la mer à une génération de marins qui vivent avec la mer, qui étaient d'ailleurs souvent beaucoup plus des femmes que des hommes. Et maintenant, on travaille beaucoup avec les sportifs et en particulier avec le monde de la course au large, parce que ce sont les premières sentinelles sur toutes les pollutions et tous les dérèglements qu'on constate au quotidien sur l'océan. D'ailleurs, vous le verrez peut-être, quand je parle du système eau global, je parle de l'océan global, où tout est interconnecté,
par des petits ou par des plus gros tuyaux. Et par contre, on a l'habitude en géographie de considérer qu'on a des grands océans, des mers ouvertes et des mers intérieures. De toute façon, c'est évidemment la définition même de l'écologie, ce sont les interactions. Donc effectivement, on ne peut pas isoler un tsunami, qui est un terme japonais pour dire une vague portuaire, d'un séisme par exemple. Donc la tectonique des plaques qui sans cesse bouge, là on ne s'en rend pas compte évidemment étant ici, mais ça bouge partout. Évidemment, on va à son tour intervenir sur le flux, le reflux des océans et des mers, et puis réciproquement. Quand, maintenant c'est tout à fait bien étudié et documenté, lorsqu'il y a eu la destruction de Lisbonne en 1755, qui a permis à Rousseau et à Voltaire d'écrire des très beaux textes, maintenant on sait qu'à Lisbonne, ce séisme a été ressenti à Agadir et puis en haut de l'Écosse. Donc vous voyez, ça fait là toute une faille sismique importante qui montre bien comment on est en interrelation. Donc là, ce que tu disais sur Fukushima, c'est évidemment effrayant en même temps, parce que c'est une centrale nucléaire qui fuit encore. On n'a pas du tout réglé la question. Et au Japon, ils vont en construire d'autres. C'est ça qui est assez impressionnant. Et ils mettent en vente le poisson pêché dans des eaux qui sont contaminées par la radioactivité, en disant non, non, ça puis maintenant, ça va, là, c'est à 500 km de là, vous ne craignez rien, etc. Donc il y a aussi toute cette espèce de propagande d'État d'un côté, et puis aussi des grandes sociétés, quelles qu'elles soient, pour essayer de nier ou de minimiser les formes de pollution. Alors parlons des pollutions des océans, encore une fois là à l'échelle globale. Bon, vous avez tous entendu parler du 6e continent. Bon, alors le 6e continent, c'est un continent fait de plastique. Il y a un calcul que j'ai plus en tête, mais tu vas le retrouver, qui dit qu'en 2030, donc c'est demain, le nombre de tonnes de plastique dans l'océan sera supérieur au nombre de tonnes de poissons qu'on pourra y pêcher. Donc là, c'est quelque chose de saisissant. Hein. Alors, il y a le plastique, donc ce sont des millions de tonnes chaque jour qui sont déversées dans les océans. Il y a les pesticides, il y a évidemment les eaux usées, il y a les eaux radioactives, il y a... Bon, fais-nous la liste de tout, qu'on soit au courant de tout ce qui se passe. J'ai envie de commencer par une image qui illustre bien ce qui s'est passé globalement, mais quelqu'un qui va gérer en bonne mère ou en bon père de famille sa vie va chercher à accumuler le juste capital qui lui permet de prédire l'avenir et à vivre au quotidien des intérêts sans amputer le capital. Avec l'océan, on a eu tendance à être dans la logique la plus productiviste possible et à considérer que l'océan était infini parce qu'on n'en voyait pas le bout. Peut-être que certains y verront une allusion d'ailleurs avec les courants de pensée qui considèrent que la Terre est plate aux États-Unis et ailleurs parce qu'on est dans la propagation de ce mode de pensée que dans mon bouquin j'appelle la France du Concorde, du Minitel et des centrales nucléaires. Et l'océan au XXe siècle nous a servi de poubelle ultime. Les modes de transport y étaient naturellement polluants, émissifs pour la santé humaine et générateurs de CO2. On y déchargeait sans aucun contrôle nos eaux usées et ça a eu des effets de saturation importants en Méditerranée. J'y reviendrai, je vous annoncerai une bonne nouvelle concernant la Méditerranée. On a eu également l'avalanche de pollution plastique sur lequel je vais revenir un petit peu en détail. Et entre-temps, une prédation à la pêche, et je pense qu'il faut l'appeler par ces mots, et ensuite on parlera de pêche de conservation et on montrera qu'on peut tout à fait être respectueux des écosystèmes en pêchant, qui n'est pas à 50% là pour nourrir des estomacs humains, mais pour servir de pêche minotière et pour faire à partir de la substance animale un engrais ou une nourriture qui va servir à alimenter de temps en temps des saumons, de temps en temps des bœufs
Et je ne me suis pas trompé, je n'ai pas dit les cochons, j'ai dit des bœufs. Vous savez, c'est une espèce herbivore habituellement. Et de temps en temps, qui va avoir d'autres usages, et surtout, dont entre un tiers et la moitié ne sera pas valorisé. Et là, dans ce que je viens de dire, on a au final une bonne nouvelle, c'est qu'on surpêche et on met une pression sur les écosystèmes de l'ordre d'un facteur 2 pour quelque chose dont on gâche la moitié. Honnêtement, un enfant de CM2 devrait pouvoir nous dire qu'on doit pouvoir trouver une solution, et donc mettons-nous à réfléchir comme des enfants de CM2 sur les problèmes de pollution des océans et sur les solutions qui sont possibles. La première chose, c'est qu'est-ce qui se passe quand on dépollue les eaux, soit par des mécanismes de filtration chimique, soit mieux par des mécanismes de phytoépuration qui marchent particulièrement bien sur la bande littorale, comme par exemple la ville de New York le fait depuis des années, et qu'on rejette des eaux plus propres dans l'océan. La Méditerranée était dans une situation biologique absolument dramatique dans les années 90, et ça a été un défi collectif d'arriver à arrêter de faire n'importe quoi. Sur la rive nord de la Méditerranée, depuis les années 2000, on se rend compte que la régénération est au-delà des espérances, avec un temps d'inertie de l'ordre de 5 à 8 ans. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand on arrive à arrêter de polluer, éventuellement on parlera de régénération après, la nature pardonne, et sur une période de 5 à 8 ans, on voit les bénéfices de ce qu'on fait. Et ceux qui ne me croient pas peuvent aller se baigner au large de Marseille sur une des plages pendant les Jeux Olympiques, où vous verrez des poissons en masse et un état de biodiversité qui est plutôt satisfaisant. Chose qui n'est pas encore complètement satisfaisante, mais qui était impensable il y a une vingtaine d'années. Donc on a beaucoup appris sur ces phénomènes en fait de limitation des pollutions, de filtration, et aujourd'hui les savoir-faire techniques existent pour faire de la régénération autour des herbiers sous-marins et de la posidonie, en arrêtant aussi d'enlever systématiquement les algues et les herbiers sur la plage, en limitant complètement les rejets polluants issus de nos activités ou les rejets industriels, et on sait et on peut le faire, et l'importance de la contrainte et du contrôle est essentielle. Sur la surpêche, on est dans une situation qui est entre paradoxale et schizophrène. Je vais rentrer sur un sujet par le petit bout de la lorgnette. On sait depuis Rio 92, et il a été mis en place depuis une convention internationale sur les aires marines protégées à laquelle participait Bush père et qui se tenait donc à Hawaï, les premières aires marines protégées de grande ampleur. Et les États-Unis, première puissance maritime au monde, font respecter leurs aires marines protégées avec une énorme sévérité. C'est des dizaines d'années de prison pour les capitaines qui vont être pris en flagrant délit, des bateaux qui n'auront pas le droit de commercialiser le produit de la pêche prédatrice, et des inspecteurs payés par les armateurs, surtout les gros bateaux de pêche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous pêchez du colin d'Alaska, c'est une pêche 100% durable. Là où l'Europe a laissé mourir la morue, qui était pêchée en abondance, qui était une ressource abondante et sur lequel l'avidité est arrivée à la perte quasi complète du gisement, pour reprendre les mots de ceux qui défendent ou pas les pêcheurs auprès des autorités européennes. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu une émission en début de semaine dernière où on a un ministre de la République, visiblement là pour éduquer les consciences en toute transparence, qui nous a dit qu'il n'y avait pas de trait de pêche en aire marine protégée en France.
La France, deuxième puissance maritime au monde de par son linéaire de côte, exerce 47% de son volume pêché dans des aires marines protégées. On est complètement en train de pêcher au cœur de la nurserie. Et ceux qui font ça, ce sont 10 bateaux usines qui alimentent pour une partie la pêche prédatrice, qui, jusqu'à ce que ce soit interdit par l'Europe et respecté par la France, c'est-à-dire il n'y a même pas 3 ans, rejetés à la mer, ont fait 30% des traits de chalutage et donc du poisson mort qui était dégradé pour les écosystèmes et qui devenait lui-même une pollution, et avec une valorisation où en fait économiquement, si on traitait cette ressource en valeur et pas en volume, on arriverait à la valoriser 2 à 3 fois mieux. Donc le premier capital économique que cette pêche industrielle ampute, c'est tout ce qu'on pourrait faire de bien en petite pêche. Que quand Green Cross, on intervient en fait sur la régénération des écosystèmes, pour travailler sur des aires marines protégées ou pour arriver à redévelopper une vie en harmonie avec les ressources, on se rend compte qu'on le fait toujours en ayant les pêcheurs locaux qui sont avec nous, qui sont les plus fins connaisseurs des écosystèmes et qui vont être capables de nous aider à compter pour mieux les préserver, des dauphins, des baleines, d'autres mammifères marins ou d'autres ressources qu'on a besoin de connaître. Concernant la question des plastiques, on est sur une situation qui est devenue d'abord intenable et visible comme intenable par les macroplastiques. Parce qu'on a vu apparaître des continents de plastique, les fameux gyres océaniques qui ont été médiatisés. Et après avoir eu de nombreuses personnes qui se posaient de grandes questions, on s'est rendu compte que 90 à 95% de cette pollution plastique venait de la Terre. Et que les abandons de cargaison des navires pendant les tempêtes représentaient entre 5 et 10% et étaient quasiment anecdotiques. Et par rapport à ceci, 2 options permettent de traiter le problème. La première et la plus importante, c'est de ce qu'on appelle tarir le gisement. Limiter les plastiques jetables à usage unique, c'est plutôt gagner ce soir en face de nous. On voit qu'on est en train de faire du rétropédalage sur les emballages pour le fast-food. Ça va être immédiatement les tortues et les thons et les requins qui vont apprécier parce que c'est des gisements qui vont continuer de se déverser. Mettre en place des filières de responsabilité élargie du producteur, les fameuses filières REP, et permettre de faire en sorte que la collecte des plastiques usagés soit valorisée et puisse ne pas finir en vrac, au pire dans des poubelles, sinon dans des filières qui peuvent également aboutir à l'océan, c'est essentiel. L'autre question beaucoup plus ambiguë, c'est récupérer le stock. Il y a des endroits où ces stocks de plastique qui datent depuis les années 60, c'est relativement facile de les récupérer. Ça va être le cas des ports, ça va être le cas des littoraux et des deltas. Il y a des endroits où on sait qu'on ne sait déjà plus les récupérer. Et ce qui est dangereux dans le plastique, c'est un petit peu ce qu'on voit. En fait, la paille qui va tuer une tortue ou qui va tuer un poisson, mais c'est aussi énormément ce qu'on ne voit pas. Des polluants éternels, des retardants de flammes qui étaient commercialisés dans les années 60 à 2000 et qu'on voit toujours dans l'océan, qui ont changé et qui ont perturbé génétiquement toute la chaîne, depuis les plus petits poissons jusqu'à la somme des prédateurs. Et des petits succès qu'on peut avoir pour empêcher les mauvais comportements. Il y a 20 ans, les militaires jetaient les pots de peinture usagés au passage de l'équateur. Ça ne se fait plus dans aucune armée du monde, normalement. Par contre, il y a encore énormément de navires de pêche industrielle qui abandonnent leurs filets usagés avant de regagner la côte parce qu'ils ne savent pas où les stocker en arrivant à quai. D'une part, c'est interdit.
D'autre part, c'est censé être pénalisé, mais je n'ai pas vu des tribunaux saturés par ceci. Et enfin, même économiquement, c'est idiot, parce que depuis quelques années, il y a des filières d'économie circulaire qui vont racheter le filet entre 500 et 800 euros pour le valoriser, en faire de la moquette ou des chaussures ou d'autres choses. Et c'est un petit peu là où, vis-à-vis de la préservation de l'océan, malheureusement, j'ai le regret de dire que la politique française n'est pas à la hauteur de nos enjeux et du fait qu'on soit la seconde puissance maritime au monde, et que par ailleurs, elle est extrêmement schizophrène. Et c'est pour ça qu'avec d'autres acteurs de la société civile, on s'est dit que graduellement, il fallait qu'on définisse chaque année 5 priorités et qu'on arrive à faire bouger les lignes. Nos priorités sur 2025, il y en a une qui a un petit peu avancé, c'est le zéro plastique dans l'océan. Et c'est là moins pire, et je vous ai dit où on en était. La deuxième priorité, c'est le fait d'avoir 0 cétacés en captivité, parce que les grands mammifères marins ne supportent pas la captivité, et qu'on a souvent constaté qu'on identifie la maturité d'une société à la manière dont elle gère le bien-être animal. Donc ça n'est pas que pour sauver 3 orques et 2 dauphins, même si c'est déjà important, mais c'est aussi un respect de notre société. On est très loin du compte. La troisième priorité, c'est celle des aires marines protégées. Aujourd'hui, déclarer en France 10% du territoire en aires marines protégées, mais faire en sorte qu'elles soient effectivement protégées, c'est-à-dire en statut de protection stricte et pas de protection forte, ça serait vraiment un grand défi. J'étais en Nouvelle-Calédonie en octobre, on revendique la mer de Corail comme étant une aire marine protégée. Elle compte pour plus de 60% de l'objectif national en France, et au statut international, c'est une zone de protection forte mais mal régulée. N'importe quel navire peut se livrer à de la pêche prédatrice, ça ne sera même pas vu par les radars, et les blue boats philippins nous ont montré que ça pouvait se passer, et il y a des atteintes trop régulières à l'environnement qui sont mises en place. Donc là aussi, on a besoin d'un choc de régulation particulièrement important, et ça va être utile, y compris pour le tourisme et pour l'économie. C'est ce qu'on a démontré notamment sur le parc de Porquerolles qui fête ses 60 ans la semaine prochaine et où Green Cross est très impliqué. C'est ce qu'on a démontré sur les Outre-mer. Ça permet d'avoir un tourisme durable qui soit moins prédateur sur les infrastructures, de plus grande qualité, plus accessible tout au long de l'année et plus régulé. L'autre priorité qui peut vous sembler ridicule, c'est d'arrêter de commercialiser les produits de la pêche prédatrice, illicite ou illégale. Enfin, déjà, quand on annonce cette affirmation-là, on a l'impression de dire un truc autocontradictoire. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une réalité dans tous les linéaires et dans tous les points de vente où on travaille avec des acteurs de la grande distribution, avec des acteurs de la restauration commerciale, pour qu'eux aient les moyens de dire non et de regarder si oui ou non ils ont ces produits-là. La réglementation française actuelle n'est pas protectrice du consommateur qui peut consommer, y compris à son insu, des produits de la pêche illégale ou interdite. Et d'ailleurs, il ne faut pas regarder que dans votre alimentation, mais il faut aussi regarder dans vos cosmétiques et dans un certain nombre de produits de bien-être et du quotidien. Et ça peut sembler bête de n'avoir que 5 priorités, mais on a besoin, pour faire de l'impact et pour récupérer une régénération de l'océan, de se concentrer sur ceci. Il y a un sommet essentiel qui va se tenir à Nice, le sommet mondial sur l'océan, sous l'égide des Nations Unies, avec une co-organisation
de la France, mais aussi du Costa Rica, et la ville de Nice qui est très impliquée. Je pense, et je crois qu'ils l'ont annoncé il n'y a pas très longtemps, que la ville et la métropole de Nice vont annoncer à cette occasion-là la création d'une aire marine protégée urbaine en plein Nice, ce qui montre bien qu'on est capable de protéger, y compris en centre-ville, à Marseille avec le Frioul et à Nice avec cette annonce à venir. Et du côté du Costa Rica, on a une politique publique qui nous apprend énormément sur comment régénérer l'océan. Et ça, c'est un message qui est très fort au niveau de l'océan global. C'est que certains poètes, et je crois qu'ils venaient de la Grèce antique, nous avaient fait remarquer que la mer, c'était ce qui unissait les humains, que les rives séparent. On a un peu trop oublié ce message. Et un trait d'union, c'est pas là où on va déverser ces poubelles. On va faire très attention avec le garde-manger. Et dans les autres idées, il y a quelque chose que j'ai beaucoup appris de mes voyages dans le Pacifique, c'est que quand on va chercher à manger dans le Pacifique, on regarde ce qu'il y a autour de nous, on regarde des fruits, on regarde ce qu'on va faire au menu avec des tubercules, et puis si on a envie d'un poisson, on va prendre un poisson. Et de temps en temps, en bon européen, je ramenais 2 poissons, alors que pour faire le repas du midi, il y avait besoin d'un seul poisson. Et immédiatement, la tribu avait un message et une interpellation. T'as fait quoi? En fait, t'es allé piocher dans le garde-manger une ressource qui aurait pu être utile demain. Là où très souvent, le réflexe occidental, c'est d'amasser, éventuellement de gaspiller, éventuellement de dépenser beaucoup d'énergie pour congeler ou pour stocker une ressource qu'on aurait simplement pu préserver. Et j'en termine là-dessus. Mais en termes de changement de paradigme concernant l'océan, on a besoin d'atteindre des indicateurs et des marqueurs chiffrés, mais on a besoin de changer de paradigme. Et dans un premier temps, il faut arrêter de détruire et il faut préserver. L'étape d'après, c'est la régénération. Et techniquement, sur la régénération, on a beaucoup appris. On sait régénérer, même si c'est encore symbolique, du corail. Entre parenthèses, on n'est pas obligé d'en péter en faisant n'importe quoi. Et c'est pour ça que vous voyez énormément de polémiques autour de l'utilisation de la vague de Toipou, qui est une vague absolument formidable à Tahiti pour 2 jours de compétition qui seront peut-être formidables, mais qui risquent de casser la vague sur laquelle aujourd'hui on s'entraîne et on fait de la compétition depuis des centaines d'années. Et l'autre chose qu'on a appris, c'est à régénérer des herbiers, à régénérer le littoral et à retravailler sur un littoral préservé. Et aujourd'hui, en termes de température, j'ai eu une inquiétude. Quand je regarde ce qui se passe en Bretagne Sud, et en particulier sur des endroits comme la presqu'île de Ruisse, où on a beaucoup travaillé avec une charte du voyageur, mais aussi avec des mesures. Quand j'étais petit, je voyais des syntagmes, des hippocampes, des algues laminaires de partout, des crabes. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Et on voit des stations d'épuration qui sont trop souvent en écart, et on voit des traits de pêche industriels à des endroits où on ne peut pas être, et on découvre que des éoliennes offshore vont permettre d'interdire opérationnellement la pêche et de régénérer les écosystèmes. Donc il y a un petit peu d'espoir et on peut classifier les aires marines protégées. Et quand on voit la Méditerranée qui, sur ses rives nord, sur la rive sud, c'est encore malheureusement pas assez vrai, et ça veut aussi dire qu'il faut qu'on aide à travers des dispositifs comme le 1% eau, les pays qui ont besoin de maintenir leur savoir-faire local et pas forcément d'acheter sur étagère des technologies du Nord, mais de construire leurs propres solutions. Ils vont y arriver, mais c'est mieux en les aidant. Et la Méditerranée se régénère. On va avoir de plus en plus de contraintes en Méditerranée.
On pensait d'ailleurs, quand on a mis des numerus clausus contre le surtourisme dans les Calanques et à Porquerolles, que ça allait générer beaucoup plus de problèmes sociaux que ce qu'on a vu. Et on a vu des gens heureux parce qu'au final, ils avaient une rencontre qui était à nouveau une rencontre avec l'exceptionnel. Et donc, on arrive à créer ces effets régénératifs. Mais il faut agir maintenant et il faut agir d'une manière très concrète à l'échelle où on sait qu'on peut faire quelque chose. Merci, parce que j'ai mal pour toi. On va peut-être passer aux questions du public. On a la chance d'avoir Nicolas, vous avez entendu, donc on va le laisser un petit peu récupérer sa voix, et puis on reviendra sur tous ces thèmes-là. Merci infiniment. Comment il arrive les plastiques dans l'océan? Comment il y arrive? Les plastiques, comme il fait arriver dans les océans, comment? Malheureusement, la réponse, elle est très simple. Ils arrivent par les poubelles et ils arrivent par les égouts. Et la première chose, c'est qu'on ne donne pas forcément une valeur au recyclage telle qui fait que, plutôt que de collecter ce verre, et je sais que la mairie va en prendre soin, je ne le jette pas dans une poubelle ou ailleurs. La deuxième chose, c'est qu'en termes de collecteurs, les égouts, en particulier quand il y a des pluies importantes ou quand il y a des sécheresses, ne peuvent pas tout collecter et qu'il faut absolument arrêter en amont la migration des plastiques. Et quand on parle plastique, c'est un terme générique. Il y a quelque chose qui est un tueur de masse et sur lequel il y a encore des comportements prédateurs de partout, c'est les mégots. Un mégot va détruire un demi-mètre cube d'eau de mer, de vie, là où il est. Et combien de gens vous allez voir dans la rue, en sortant, qui, au lieu d'utiliser un cendrier de poche, dans le meilleur des cas, jettent vaguement leur mégot dans une poubelle, et sinon le jettent à l'égout. Ces comportements sont à prohiber, y compris par des amendes. Et l'incitation financière à travers la répression marche. Des villes se sont fait haïr médiatiquement pour ça. Je pense à Cannes, je pense à Nice, mais en termes d'impact, sont arrivés à contenir le problème. D'un point de vue macro, on reste encore immature dans les quantités qu'on met en circulation et la densité de suremballage de plastique à usage unique qui passeront 6 secondes entre nos mains et 400 ans à polluer l'océan, et de tous les plastiques sur lesquels on va sortir de la réglementation du plastique jetable, mais dont l'utilité n'est pas forcément avérée. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut récupérer le stock, mais il faut passer 80% de l'effort à tarir le gisement de plastique. Non, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Le plastique est évacué sur la voie publique. Soit parce que des gens ne le mettent pas dans la bonne poubelle, soit parce qu'il va se retrouver jeté. Quand on voit aux Maldives les îles où les gens déposent tous leurs détritus et tout ça va à la mer, ni plus ni moins. Pour les connaître, il y a aussi encore beaucoup de décharges à ciel ouvert en bord de mer. Bon, on est en train de les gérer, mais il y en a encore. Donc ça a été une source de pollution pendant des années. C'est très déresponsabilisant de dire ça. C'est-à-dire que 90% du plastique qui se retrouve dans les estuaires n'a pas été issu d'une décharge mal gérée ou d'une décharge à ciel ouvert. Ce sont des problèmes de comportement de consommateurs et
de certains metteurs en marché qui assistent à ces comportements irresponsables. Merci beaucoup pour votre intervention et je me sens un peu désolé de vous poser des questions. Ma première question, elle est à propos des microplastiques. Vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais je suppose que la quantité de microplastiques et en tout cas sa nocivité par rapport aux macroplastiques est beaucoup plus importante et on va avoir beaucoup plus de mal à retirer ces microplastiques que les macros. Et ma deuxième interrogation est vis-à-vis de l'acidification des océans et du coup de la chaîne alimentaire qui se retrouve perturbée au niveau des océans. Merci. Alors, je vous rassure, ma voix ce soir est peut-être en moins bonne santé que les océans globalement, mais je vais essayer d'apporter une réponse intelligible aux microplastiques et aux micropolluants. Et maintenant, il faut vraiment associer les deux. C'est-à-dire que l'un des pires micropolluants qu'on connaisse, c'est le glyphosate. Et le glyphosate qui est répandu dans un champ va commencer à ruisseler, et le ruissellement est très progressif mais très effectif dans ce cas-là, jusqu'aux rivières et va arriver dans l'océan. La manière dont le glyphosate fonctionne, c'est un anémiant, c'est-à-dire que je vais voir passer des vitamines et des sels minéraux, mais je ne vais pas pouvoir les consommer. Donc, quand ça arrive chez un humain, l'humain grossit et a l'impression que sa ration alimentaire a moins de vitamines qu'avant. Quand ça arrive dans un poisson, vu que le poisson est plus petit, c'est pire. Et on constate qu'on a énormément d'enjeux de sécurité publique et de santé des écosystèmes associés à ça. Dans les autres micropolluants dangereux, il y a les polluants éternels, tout ce qui relève des noyaux baséniques, et on va avoir les retardants de flamme pour d'autres raisons, et on a encore un petit peu de résidus de chrome, de molybdène, etc. Ce sont des cocktails qu'on ne sait pas traiter en aval. Donc le coût de retraitement qui vous payez sur votre facture de l'eau va de toute manière exploser pour arriver à traiter ce que l'on peut, mais ça ne sera pas suffisant. Et l'importance d'avoir une législation européenne et nationale contraignante sur tous les polluants éternels, les micropolluants et les microplastiques est cruciale. Il y a un concept scientifique qui s'appelle One Health, le concept de santé globale, qui permet d'apporter des indicateurs sur ce sujet-là. Vous avez vécu, comme moi, les reculs européens depuis 3 mois et le fait que la position de la France sur le sujet est de prétendre interdire et de toujours autoriser ou faire des dérogations, ce qui aujourd'hui pose problème, y compris à nous en tant que consommateurs. Mais j'ajouterais quand même le fait que, pour répondre à votre question, c'est aussi parce que l'océan et la mer a été considérés comme une décharge. On y jetait absolument, c'est ce que vous avez dit, tout ce qui nous encombrait. Et donc, il y a aussi, bien sûr, tu as bien fait de le rappeler, les engrais chimiques, les détergents, les produits pharmaceutiques qui sont en trop dans nos pharmacies personnelles, on les jette comme ça. Et évidemment, on va les retrouver ensuite dans les poissons, parce qu'on sait beaucoup de choses grâce aux poissons qui sont pêchés et qu'on va examiner très, très précisément. Et on se dit, ah là, bah, tiens, finalement, ils auront des microparticules, ils auront aussi tel type de détergent, tel type de produits pharmaceutiques. Et ensuite, bah, évidemment, comme nous, on mange les poissons, ça entre dans notre... Tout ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Ça avait été très, très bien décrit par Rachel Carson. Je voudrais quand même la mentionner ce soir parce qu'elle a écrit une trilogie absolument admirable sur les océans, les rivages. On n'a pas parlé non plus de toute la faune, on a parlé de toute la flore, je veux dire, on a parlé surtout des animaux, des poissons, mais il y a aussi toute une biodiversité végétale
de micro-organismes des plus insaisissables à l'œil jusqu'à des grandes algues, jusqu'à des grandes fleurs, etc., qu'on trouve sous-marines. Donc la dégradation des océans, c'est aussi la dégradation de ce milieu qui est en interrelation. J'insiste lourdement là-dessus parce que les poissons vivent aussi bien avec ces plantes, entre guillemets, ces végétaux sous-marins. Et tout d'un coup, alors on parle des coraux évidemment, mais il y en a plein d'autres. Et c'est aussi, comme tu le disais tout à l'heure, un indice de la gravité de la situation. Il y a aussi, je me suis intéressé à cette question de la pollution par les plastiques. Et parce que là, on parle de la France, on parle de l'Europe, des États-Unis, mais on parle surtout des 10 premiers pollueurs pour ce qui est le continent plastique, qui serait le 6e océan. Bien, c'est les Philippines en premier, ensuite l'Inde, la Malaisie, la Chine, l'Indonésie, la Birmanie, le Brésil, le Bangladesh et la Thaïlande. Et là, c'est des modes de consommation où dès que vous achetez n'importe quoi, c'est mis dans un sac plastique. Le sac plastique, vous le jetez sur la plage. Vous croyez que c'est pas gênant, mais sauf que la plage, évidemment, elle va, recevoir la marée montante qui va récupérer ce sac plastique et qui va le refourguer. Et ensuite, on va s'apercevoir que des mammifères marins meurent parce qu'ils ont trop ingurgité de plastique, ils ne peuvent plus du tout les digérer. Et de la même façon que les bovins sur Terre sont pénalisés par cette ingurgitation forcée de la matière plastique. Alors, je vais réagir à ce que tu viens de dire et je vais me permettre de faire un flashback sur une priorité que je n'ai pas citée tout à l'heure. C'est que, effectivement, il y a beaucoup à faire avec le sous-continent asiatique sur la question du plastique. Et par contre, très souvent, la manière dont ils rejettent est très liée à la consommation du monde occidental. Et le produit de la mode rapide qui fait qu'on va se retrouver avec énormément de plastique sur ceux qui vont produire des gants d'usage. Désolé de vous imposer ça. Sur ceux qui vont produire des gants de ski, sur ceux qui vont produire des vêtements qui ne serviront peut-être qu'une ou deux fois, et dont beaucoup de coproduits génèrent des plastiques. La deuxième chose dont je n'ai pas parlé, c'est la préservation des fonds sous-marins. Par exemple, juste à proximité, le platier de corail, beaucoup de gens le considèrent comme un minéral. Il se trouve que biologiquement, le corail est un animal. Et quand on a compris ça, on va le traiter comme un être vivant et assez différemment. Si on va un tout petit peu plus loin dans les profondeurs, il y a en fait une cyanobactérie qui va être capable de générer du verre à une température de moins 70 degrés. Là où, dans nos process industriels, on a besoin de 2000 degrés pour générer du verre, on va beaucoup gagner à mieux comprendre ce qui se passe. Par contre, vous avez vu énormément d'intérêts, merci, métallurgiques et miniers, qui aujourd'hui veulent nous expliquer qu'on a besoin d'aller explorer les fonds marins pour forer. Et là, il faut comprendre des choses. C'est que la différence entre l'exploration et l'exploitation, elle est purement sémantique. Total a des gisements gaziers au large de l'Afrique du Sud sur lesquels ils ont beaucoup détérioré les écosystèmes. Ça fait 10 ans qu'ils exploitent avec un permis d'exploration. Donc on voit que l'idée qui consiste à dire on va développer l'exploration et on va interdire l'exploitation ne marche pas. Et d'ailleurs, le principal exploitant de la mer en France, c'est l'IFREMER d'un point de vue scientifique, qui est l'Institut français pour l'exploitation de la mer. Donc, il fait très bien son boulot, mais ne lui demandons pas de faire de la recherche scientifique. Il y a d'autres entités pour ceci. Et les minerais qui peuvent être extraits, on cherche des nodules polymétalliques, on cherche d'autres substances qui sont beaucoup plus densément présentes. Si on recycle des appareils comme ceux-ci, une fois qu'ils sont usagés,
que si on va aller chercher à 7000 mètres sous la mer. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que si on libère ce qui se trouve aujourd'hui à 7000 mètres sous la mer, on va libérer de nouveaux virus, on va libérer de nouvelles bactéries, et on va avoir aussi un impact sur le vivant qui fait qu'on change dramatiquement le rapport d'un fond inconnu, lui-même en évolution et portant son écosystème. On a découvert, rien que sur 2023, plus de 1000 espèces vivant dans les fonds marins dont on n'anticipait pas l'existence, y compris un requin qui a une vue absolument incroyable et un système digestif dont on ne comprend pas exactement comment ça marche, mais qui joue le rôle de nettoyeur de l'océan à son altitude. Et on a besoin d'une responsabilité collective et différenciée, du moins c'est notre point de vue d'organisation de la société civile, pour éviter qu'à travers l'exploration et l'exploitation des fonds sous-marins, on commette aujourd'hui l'irréparable. Si jamais dans 50 ans, la recherche a évolué, on peut réviser cette position. Mais sur les 50 prochaines années, on n'a pas besoin de ces ressources, on a d'autres manières pour s'approvisionner et on a tellement à faire avec l'urgence climatique et écologique sur Terre que les priorités doivent être affectées ailleurs. Repose ta voix. Non, alors vous avez compris qu'il y a des forages, qu'il y a aussi, alors c'est un tout petit niveau, mais c'est aussi le signe d'un dérèglement total. Le nombre de bateaux de croisière en construction n'a jamais été aussi important que dans les années qui viennent. Donc, vous voyez, les croisiéristes, c'est une affaire qui marche. C'est très polluant, évidemment, c'est absurde par ailleurs, mais je ne sais pas trop comment on peut passer 15 jours sur ces bateaux. Alors moi, on m'explique que c'est génial parce que dans la croisière où j'étais, me dit une personne que je connais, il y a 70 restaurants sur le bateau. Alors, on change d'ascenseur, parce qu'il y a des ascenseurs, évidemment, c'est gigantesque. Et puis, comme ça, on a le monde entier dans le bateau, au niveau culinaire. Vous voyez l'intérêt. Bon, bref. Mais ces trucs-là vont continuer à se répandre. Tu parlais des forages. Oui, voilà, alors on les tolère. Donc ça, c'est aussi des formes de dégradation du milieu marin qui sont absolument scandaleux. Est-ce que, tu parles de la société civile, est-ce que celle-ci existe de manière organisée et avec une conscientisation assez forte dans l'ensemble des pays du monde, où tu as repéré une géographie plus indulgente, j'allais dire, avec les pollueurs qu'une autre? Alors, c'est très paradoxal, parce que d'un côté, quand on va dans les pays où les savoirs coutumiers sont importants et où les sociétés traditionnelles sont vivaces, très souvent, le savoir est organisé par les sociétés traditionnelles elles-mêmes. Par exemple, sur l'île de Maré, en Nouvelle-Calédonie, il y a une fermeture de la mer qui est décidée par chaque chef de tribu. Et c'est un mode de gestion d'une grande efficacité. On va trouver ceci sur une partie de l'Amérique du Sud, notamment en Colombie, avec les peuples de la Pachamama qui avaient l'habitude de faire ceci. Et on trouvait ça du côté des Indiens sur l'île de Vancouver, qui ont toujours été en avance. Et d'ailleurs, on a commencé, en parlant de Rio 92, à Rio 92, il y a une petite fille, Severn Coulis Suzuki, qui interpellait le monde entier en disant « Nous sommes ce que nous sommes en train de faire ». Severn Coulis Suzuki, elle habite avec son mari et ses enfants dans une réserve d'Indiens, au sens premier du terme, à 80 km au nord de l'île de Vancouver. Et à contrario, on s'aperçoit que la société civile américaine, depuis Bush, mais surtout depuis Obama, est très très mobilisée sur ces sujets et fait bouger les lignes avec des montants considérables. Que par contre, en France, on a peut-être eu des précurseurs, des lanceurs d'alerte, des Cousteau, mais aussi des Haroun Tazieff, mais aussi d'autres formes de mobilisation. Aujourd'hui,
On a Bloom qui joue un rôle absolument important, mais que la voix des associations de l'océan est malheureusement muselée par leur dépendance à des financements publics qui leur empêchent de jouer complètement leur rôle, et qu'un certain nombre d'institutions qui avant avaient des centres scientifiques en France ont été obligées de les fermer parce qu'elles n'avaient plus les moyens, comme le WWF par exemple. C'est des points matériels, opérationnels, qui font qu'aujourd'hui, on est bien seul pour porter la voix de l'océan. Et par contre, je voudrais quand même ajouter une note positive. C'est que vous m'avez entendu avec la voix de Halloween toute la soirée, mais il y a quand même aussi de bonnes nouvelles. Quand on travaille au niveau local, soit en Bretagne Sud, soit du côté de Marseille, dans le Var, du côté de Nice, et qu'on va voir des socioprofessionnels, on arrive souvent à faire de très belles choses. La pollution sonore sous-marine est une pollution dont on parle trop peu et qui est catastrophique. Les bateaux de croisière y contribuent, la plaisance y contribue énormément, que ce soit sur les propulseurs d'étrave, les navires avec des gens qui ne savent pas les utiliser, et sur les jet skis. Pendant très longtemps, on a expliqué que la pollution sous-marine était insupportable pour les mammifères marins, que c'était une horreur, et on était écouté par des environnementalistes. Un jour, j'en ai eu marre, et on est allé voir des loueurs de jet ski avec un paddle, en l'occurrence le mien, et on leur a dit, vous savez, il y a des super trucs à découvrir, vous allez louer des paddles et des kayaks, il y a une clientèle pour ça. Ça tombe en panne beaucoup moins souvent que les jet skis, beaucoup moins de problèmes d'assurance. On vous acceptera et vous pourrez continuer à naviguer sur des aires marines protégées. Vous allez trouver plus facilement des gens employés localement et vous allez gagner plus d'argent. Et on s'est rendu compte qu'en quelques années, le jet ski était en train d'être trollisé dans l'opinion publique, non pas pour sa contribution au bruit sous-marin, mais parce que c'est un loisir has-been, et qu'à contrario, on a géré des problèmes de surfréquentation de paddle et de kayak dans les calanques de Marseille en plein été. Ben, pour le coup, je dois dire, qui aurait pu prévoir, je ne sais pas, mais on n'avait pas pensé que ce changement de regard et ce changement de comportement, quand on trouve les bons arguments sur le terrain, on peut arriver à faire de belles choses. Et le commandant Cousteau disait, on ne protège que ce que l'on aime. Et son fils Jean-Michel a complété cette phrase en disant, oui, mais comment arriver à aimer ce que l'on ne connaît pas quand on porte le regard sur quelque chose qu'on a envie d'aimer? Tout de suite, on va arriver à avoir une relation beaucoup plus intime avec l'objet à préserver. Non, c'est une magnifique conclusion, parce que tu nous expliques que les rivages, les mers, les océans, bon, il y a tout ce monde vivant, évidemment, mais il y a aussi tout un imaginaire, il y a aussi toute une symbolique qui aggrave encore notre constat, parce que saboter, altérer un océan, c'est aussi rompre avec une partie de notre propre imagination et de toute une richesse d'inspiration poétique, littéraire, des adages populaires, la mythologie. Bon, donc là on est vraiment au cœur même, j'allais dire, de nos engagements. En t'écoutant, je me disais, tiens, il y a les soulèvements de la Terre, il faudrait qu'il y ait les soulèvements des océans. Et puis je faisais une corrélation immédiate entre les bassines d'un côté et puis la dévastation des océans. Merci Nicolas, merci beaucoup.